Coucou les amis, il est 8h moins 20, on s'est levé avec le soleil ce matin. On va aller essayer de faire un petit tour, de découvrir Marie-Galante. On va louer une voiture, le loueur n'est ouvert qu'entre 8h et 8h30. On va y aller avec les amis de Mr Tong. Et puis on va essayer de découvrir tout ça. Et je vous montrerai les petites choses. Et la première chose que je vous montrerai, ça sera le ponton aux annexes. Vous allez voir, c'est surprenant. Alors les copains, on est au ponton, je me lève et je vous montre le truc. C'est un ponton flottant. Super. Là, il est 8h à peine. Il y a déjà plein d'annexes. Béatrice essaye de nous tenir. Mais en fait, d'ici 1 heure, il y en aura 2 fois plus et il n'y a pas la place. Donc, on peut passer dessous quand la marée est basse et qu'elle ne monte pas trop. Mais c'est vraiment galère de venir s'installer ici. Il mettrait quelques mètres de plus, ça serait bien, parce qu'on est nombreux quand même. Hein. Mais c'est le bazar. Donc voilà le résultat. On est installé là. Les copains de Mr Tong sont ici. Techniquement, on doit pouvoir pousser les annexes pour peut-être en mettre une ici. Mais comme il y a le vent, c'est compliqué. Et là, d'ici 1 heure, il y en aura 3-4 de plus qui sont en 2e ligne. Enfin, c'est vraiment le bazar. C'est bien dommage que le ponton ne soit pas mieux fait ici. Aller passer en dessous, je l'ai dit à l'instant, on peut. Mais nous qui avons avec le volant, si la marée monte un peu, on ne peut plus descendre ensuite sur le ponton. Bref, c'est un petit peu galère. Mais ça a le mérite d'exister. Donc le ponton, c'est un ponton. Les ferries qui viennent de Pointe-à-Pitre, en face, s'installent ici. Donc c'est un vrai ponton en béton. Bateau de plongée qui s'en va. On est allé plonger hier, c'était sympa. Il y a des très belles plages. Il y a une très belle plage. Tiama est là-bas au fond, à côté vous voyez peut-être du terminal sucrier tout au bout. Il y a une plage qui va quasiment jusqu'au bout. Pas mal de bateaux dans la baie. Là, il y a 2 mètres de fond. Mr Tong là-bas, ils sont sur 2,50 m. Le village Saint-Louis, c'est tout petit. Il y a moins de 5000 habitants, je pense. Il y a peu de commerce, c'est pas très animé, c'est une ambiance particulière, les gens aiment beaucoup, nous on n'a pas encore d'avis. On va voir ce qu'il en est. Ici c'est la gare maritime, les gens qui attendent le ferry. Alors il y a des gens qui viennent passer le week-end ou quelques jours à Marie-Galante en venant de Pointe-à-Pitre, il y a des gens qui viennent passer un peu plus de temps, voilà. Il y a des gens qui viennent plonger ici. Et donc il y a des plaisanciers qui laissent leur annexe et qui vont à Pointe-à-Pitre faire des courses pour aller visiter la Guadeloupe en laissant leur bateau ici parce que c'est plus facile. Voilà, beaucoup de touristes avec les bagages qui attendent le ferry. Et nous, on va essayer de trouver notre voiture de location. Ce qui est toujours curieux dans des petits endroits comme ça, c'est qu'il y a plein de loueurs de voitures. Alors je vous en montre un ici. Hein. Voilà, Toto Location dans un container. Et nous, on est dans, je ne sais pas, location de voiture, dans un vieux container. Très improbable comme situation. Bon les amis, on continue notre visite. Vous le savez, c'est pas habituel pour moi de filmer quand on visite quelque chose. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est que je l'ai montée et qu'on s'est dit avec Béatrice que c'était sympa pour nos amis qui nous connaissent vraiment ou pour la famille. Il n'y a pas de navigation dedans, il n'y a pas de voile. Puis ça vous fait découvrir Marie-Galante. On est venu se poser à l'habitation Murat. Vous savez, dans les Antilles, les habitations, ce sont les anciennes exploitations sucrières et les romeries. Par conséquent, il n'y avait pas que du sucre qui était produit par les cannes à sucre, il y avait aussi le produit emblématique, le rhum. Donc ici, c'est en ruine, c'est abandonné depuis très longtemps. Et je vais vous montrer comment c'est entretenu. C'est un patrimoine culturel entretenu, c'est un site classé. Classique, ils ne sont pas en fleurs, c'est pas la saison, mais on est sous les flamboyants. Et puis, pour ceux qui connaissent nos voyages, on est un peu comme à Deception Island. On a les ruines des engins. Ça, c'est une bouilloire ou quelque chose Bref, on peut imaginer un peu ce qu'on veut sur l'usage de ces appareils. On a les constructions, cheminées. Toutes les choses rondes sont les anciennes bouilloires aussi, je crois, de mémoire. On avait vu ça chez Clément. Ce qui est bien dans ces endroits, c'est que les locaux mettent en valeur leur patrimoine.
Donc on a des imageries de locaux, j'imagine, de travailleurs, d'artisans, qui permettent d'illustrer un petit peu la vie ici. Et là, on est à l'intérieur de l'habitation. On va contourner, on va y rentrer par un autre côté. Voilà, donc comme l'explique le panneau ici, c'est la sucrerie. L'ancienne usine, en fait, de l'habitation. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. L'exploitation de la canne à sucre, il y avait un vrai protocole d'élaboration pour le sucre. La première chose, c'est ici le moulin. On va essayer d'y rentrer. Le moulin, il servait à broyer les cannes pour en extraire le jus. Moulin à vent, hein, bien sûr, vous l'imaginez, et pas à bœuf. Voilà, il était ici. Et c'est sur des rouages comme ça, sur des engrenages, je ne sais pas trop où, que les cannes étaient broyées. Voilà les illustrations intérieures. Voilà, le moulin avant qu'il ne soit en ruine comme aujourd'hui. Et c'est des broyeurs verticaux qui étaient alimentés par, voilà, comme ici. On voit mal sur la photo. Donc tout ça c'est l'époque. C'est très très vieux, hein, bien sûr. Donc le jus de canne sortait, était dirigé peut-être ici un bassin de stockage, et ensuite vers la sucrerie. On retourne donc à la sucrerie. Donc grande exploitation, la sucrerie, avec des bouilloires à l'intérieur. On va les retrouver de l'autre côté, les bouillons. Bien sûr, une grosse consommation de bois pour faire bouillir tout ça. Voilà, on a contourné la sucrerie, le moulin est derrière là-bas. Et voilà les fameuses chaudières dont je vous parlais tout à l'heure. C'est là-dedans que le jus de canne était inséré, enfin, qu'on le laissait s'écouler. Ensuite, feu fort en dessous, et l'eau s'évapore. Et selon la quantité d'énergie qu'on met pour la faire évaporer plus ou moins vite et comment on procède à la chose, on a des sucres qui finissent par cristalliser quand il n'y a plus d'eau, et des sucres de nature différente et de qualité différente. Donc là, je vous remontre l'ensemble, la sucrerie avec sa cheminée et son point de chauffe ici. On imagine la taille de la cheminée, donc les flambées qu'il devait y avoir. Il y avait bien évidemment pas d'arbre à l'intérieur, hein. Le moulin là-bas. Et comme toutes ces habitations, on a l'habitation elle-même des propriétaires qui se trouve sur les hauteurs, avec une vue dégagée, comme toutes ces exploitations, hein, vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, qui s'appellent des habitations. Alors nous voici en haut du domaine, sur un petit morne. Là c'est l'habitation des maîtres. Là vivaient les propriétaires de l'exploitation, la maison de maître. Construction 1810-1820, une belle histoire d'amour entre quelqu'un qui avait beaucoup d'argent et qui est tombé amoureux d'une jeune Française en exil en Martinique après la Révolution, d'une famille royaliste, et la Martinique était encore royaliste. Le jeune homme est mort précocement, il a légué sa fortune, et la maison a été construite, style néoclassique, très très jolie, en pierre de taille pour la façade. Je vous montre la photo. Voilà, en 1966, c'était une ruine, et quelques décennies plus tard, ça a été entièrement réhabilité. C'est un vrai boulot d'entretien du patrimoine, et c'est magnifiquement conservé. De l'habitation de maître, on aperçoit le moulin ici, la sucrerie est là-bas, la mer, la Guadeloupe. Un joli panorama. Non, la Dominique, pardon. La Dominique là-bas, la Guadeloupe est là-bas. Ce qui est intéressant dans un endroit comme ça, c'est que la conservation du patrimoine, l'amélioration, l'entretien, parfois bénéficie d'opportunités. Par exemple, ici on est sur l'ancien parc à bestiaux de l'habitation. Parc à bestiaux, le soir, les ânes, les mulets qui se baladaient dans la propriété étaient mis ici, enfermés sur des petits murets, il n'y a pas besoin de plus, hein, 2 petits abris de part et d'autre pour pouvoir les enfermer, et voilà. Et tout ça est resté en ruine pendant des siècles, hein, vous l'avez compris. Et en 1978, il a été fait une exposition
opportuniste hein, sur les plantes médicinales utilisées dans la région et en Amérique du Sud. Et c'est le parc à bestiaux qui a été utilisé. Donc ça a été découpé par secteur, interne, externe, digestion, etc. 90% des plantes qui sont ici viennent d'Amérique du Sud. Très peu viennent des Caraïbes, en fait. Il n'y en a pas beaucoup aux Caraïbes, des plantes médicinales. Et puis l'exposition a beaucoup plu. Et en 1998, donc ça remonte maintenant, hein, 1998, il a été décidé d'en faire un jardin de plantes médicinales permanent. Donc ça n'est pas d'origine, à l'origine, pendant la période d'exploitation de l'habitation et de la sucrerie, tout ça n'existait pas, c'était le parc à bestiaux. Mais c'est sympa d'avoir organisé tout ça. Je ne vous décrirai pas toutes ces plantes, certaines on les connaît, hein, vous reconnaîtrez celle-ci, c'est facile. Il y a un petit peu de tout. Je ne vais pas vous les décrire, ça serait trop long, c'est pas le propos. Mais c'est un joli aménagement qui montre qu'au niveau plantes médicinales, depuis des siècles, peut-être des millénaires, les gens ont appris à se soigner avec des choses qui poussent et ils en ont appris l'usage. Des choses qui se perdent avec le temps. Alors malheureusement ou pas, je ne saurais dire. Il y a encore quelques années une formation universitaire d'herboriste en France, mais elle a fermé. Il n'y a plus de formation d'herboriste en France, et c'était une spécialité de pharmacie, je crois. Ces choses-là fonctionnaient bien, mieux que l'homéopathie. Pardonnez-moi pour ceux qui sont des fans de se soigner avec du sucre. Hein. Là, on est sur des choses, vous savez, je vous donne un exemple sur l'usage des plantes. Quelques gouttes de curare, qui est extrait des plantes, hein, suffit à tuer un animal ou un être humain. Quelques gouttes seulement. Il y a des principes actifs très puissants dans ces plantes. Toute la difficulté étant de comprendre comment s'en servir, et ça, il faut des siècles. En contrebas du morne qui reçoit l'habitation et les cuisines, on a le petit étang qui va bien avec les... Alors j'hésite, je ne suis pas spécialiste hein, des oies ou des canards de Barbarie. Bref, des bestiaux qui potentiellement peuvent être assez agressifs si on les embête. Voilà, un endroit bien sympathique. Alors, ce petit étang, je vous en donne les clés, ça s'appelle une mare. Ici, c'est probablement une mare naturelle, puisque en contrebas de l'habitation. C'est probablement également, si c'est une mare naturelle, une doline, donc un effondrement du calcaire qui est le socle de l'île, et avec le temps des argiles plus ou moins étanches qui ont permis d'isoler, et l'eau de pluie s'accumule et reste ici. Il y a 500 à 600 mares similaires dans toute l'île de Marie-Galante, et pendant des siècles, il n'y a pas de rivière permanente à Marie-Galante, l'île est trop petite et trop plate. Donc l'eau douce est un bien rare. Les habitations sucrières avaient besoin d'eau pour la production, pour une partie du traitement du jus des cannes. Et donc s'installer toutes à côté d'une mare. Et pareil pour tout ce qui est bétail, pour abreuver le bétail, probablement même une partie des hommes, il fallait une mare comme celle-ci. Marie-Galante est une ancienne île volcanique, hein, comme tout l'arc antillais. Je vais rester au soleil, vous me verrez mieux. C'est une ancienne île volcanique très vieille qui a été érodée, qui a été immergée, sur laquelle se sont développées pendant des âges géologiques des couches de corail, ce qui fait qu'actuellement Marie-Galante est une île au socle calcaire. Les pierres qui faisaient la façade de l'habitation qu'on a vu tout à l'heure viennent de là, ce sont des pierres calcaires. Et ce qui explique que la mare derrière moi soit installée au fond d'une doline, donc d'un effondrement du socle calcaire, du socle rocheux de l'île. Et ici, à Marie-Galante, les systèmes d'adduction d'eau et de pompage de la nappe phréatique sont relativement récents. En 1945, il y avait 35 000 habitants à Marie-Galante, il doit en rester 10-12 000 aujourd'hui, peut-être 15, donc beaucoup moins. Les difficultés d'approvisionnement en eau dans certaines de ces îles sont un facteur limitant, bien évidemment. Bon les amis, on se reprend un peu plus tard. On a changé d'endroit. On vient sur une exploitation en cours, la distillerie Biel.
comme dit son nom, distillerie, ça fabrique du rhum. Et en principe, en ce moment, elles doivent être en activité. Je vous refais voir comme ce matin. Voilà, distillerie Biel. Distillerie Biel, je ne sais même pas le prononcer. Et encore, là, ils ont mis distillerie un R, alors que d'habitude, il y a un W, distillerie. Allez, on va aller regarder ce que ça donne. Bon, les amis, je ne vous garantis pas qu'on verra tout de la distillerie, mais en principe, elle est en activité. Ce qui explique d'ailleurs qu'il y a un flot de touristes là-bas. Il y a des minibus qui les déversent par quantité. Mais elle est en activité, donc on pourrait voir les déchargements des cannes là-bas, derrière. Et ça, c'est après le process d'écrasement. C'est la poudre qui reste. Une fois qu'on a extrait le jus, c'est des cannes épuisées, ça. Là-bas, c'est du bois, j'imagine, pour le feu. Pour pouvoir extraire et faire chauffer le jus. On va s'approcher un petit peu, on va en voir un peu plus. Je vous le filme, vous mettez en pause et vous lisez si ça vous intéresse, et les types de robes, ce qu'ils ont gagné, etc. Et oui, pourquoi il y a des touristes ici? Eh bien, on a la réponse au-dessus. Dégustation. Voilà, les touristes ils ne s'arrêtent pas forcément toujours, mais quand il y a une dégustation, forcément il y a du monde. Donc voilà, on ne va pas aller plus loin, parce que là c'est interdit. Pourquoi? Parce que les tracteurs déchargent la canne ici, c'est pris avec l'espèce de petite pelle, c'est amené sur le tapis roulant et là ça commence à être pressé. On va le voir d'un peu plus près, je pense, tout à l'heure. Et je vous explique, vous mettez en pause et vous prenez le temps de lire. Moi je ne vais pas vous le lire et pas vous le traduire, hein, c'est pas le propos. Ici on profite. Bon, c'est un petit peu rapproché, c'est super bruyant, hein, m'en voyez pas. Là, les débuts des pressoirs, en fait, ça amène la canne là-haut. Vous voyez la paille, ça c'est la canne qui a été utilisée. Ça c'est les gros moteurs pour faire tourner tout le boudin, j'imagine, pour extraire le jus et le pomper vers les endroits, vers les bouilloires. Je ne sais pas trop. À l'instar de l'habitation Murat où nous étions tout à l'heure, on a les bouilloires traditionnels pour faire évaporer l'eau pour le côté sucrier de ces choses-là. Voilà, transformation du jus de canne d'où en sirop pour la fabrication du sucre. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, là c'est en scène. On met le feu au fond, on met les bouillards par-dessus. Bon, là on est derrière ce que je vous expliquais tout à l'heure, on est sur l'atelier de broyage. C'est exactement ça, les cannes sont amenées par le tapis roulant là-bas, on l'aperçoit, elles sont broyées ici, c'est pour ça qu'ici il ne reste que la canne épuisée. Il y a de l'eau, pas du jus, mais il y a de l'eau qui balade. Ça peut être le jus qui doit être canalisé, qui doit être repris quelque part, voilà là-dedans. Voilà, le jus du broyage tombe là-dedans. Et les tuyaux, ce sont les grosses pompes. Alors, je ne sais pas si vous allez m'entendre. Ici, là-bas, en dessous, on a les fourneaux. Là-bas, on a les cuves de fermentation. Et donc, quelque part au-dessus, on doit avoir quelque chose qui permet d'accélérer le processus de concentration. On va voir un peu plus loin. Et comme dans toute entreprise qui se respecte, il faut l'atelier avec de quoi souder, de quoi percer, de quoi réparer. Ah, les colonnes de distillation. Alors c'est spécial, le jus fermenté arrive par en haut. Là on a de la vapeur qui vient de cette partie-là qui crée la vapeur ici. On a de la vapeur qui remonte et qui au fur et à mesure se charge en alcool. Et en haut, on a l'alcool rhum pur jus de canne qui sort. Très spécial comme processus. Hein. Alors on a les traces de fuite de vapeur là-bas. Alors comme on est sur une petite exploitation mais assez ancienne, on a les anciennes machines, la dynamo entraînée par courroie, une pompe à vapeur à piston, les anciennes colonnes de distillerie. Vous voyez, alors ça c'est petit. Les nouvelles colonnes de distillerie, elles sont quand même une autre taille. Voilà, on est sur la partie historique de l'exploitation. Ça c'est le vieux moulin à canne donc, qui est entraîné par des moteurs et des systèmes d'engrenage. Et les cannes étaient pressées là-dedans, écrasées, et le jus était récupéré en dessous. Donc je vous laisse imaginer les accidents qu'il peut y avoir dans ce genre d'installation.
petit tracteur agricole pour aller extraire et tirer les tombereaux de canne, la grosse chaudière à vapeur, puisque dans tous les cas, pour produire le rhum, vous l'avez compris, il faut de la vapeur pour aller extraire l'alcool du jus fermenté. Au-dessus, un joli manguier avec des belles mangues, ça donne envie d'en manger. Ici qui s'écoule, on doit avoir le jus de canne qui a été qui est passé dans les tours de distillation, qui a perdu son alcool et qui doit aller, je pense, au rebut quelque part. Je vous l'ai dit au départ, ici on a les tombereaux de bois pour alimenter la partie chaudière, c'est pour ça qu'on ne va pas y aller, c'est dangereux. C'est une petite exploitation, mais c'est intéressant à voir. Je profite d'une petite pause déjeuner dans l'exploitation, ils ont arrêté les moteurs, c'est moins bruyant. Je vous expliquais tout à l'heure, le jus il est remonté, il est filtré avant d'être envoyé dans les cuves de fermentation. Il va rester dans les cuves de fermentation. Il va y rester 36 heures. La fermentation est enclenchée par des levures de boulanger. Et au bout de 36 heures, ça sera une espèce de vin, ça sera distillé, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Une autre explication aussi, la bagasse, c'est-à-dire le résultat des cannes après broyage et après pression, c'est une espèce de poudre, hein, vous l'avez vu au début de la série. C'est ça qui sert de combustible principalement pour alimenter le four, pour faire la vapeur, pour distiller le rhum. Les morceaux de bois sont là probablement pour amorcer le feu, pour amorcer le processus de fabrication de la vapeur d'eau. Voilà. Bon alors on n'arrête pas une série gagnante. Après la distillerie Biel, on est à la distillerie Bellevue. Alors il est 12h10, ça ferme à 1h. On va se dépêcher un petit peu, mais il y a des choses sympas. Ça va être comme tout à l'heure. Hein. Bas, c'est les bassins dans lesquels sort le jus de bagasse et le jus de canne après utilisation dans les tours de distillation. Je ne sais pas à quoi ça sert. J'imagine que l'eau doit être réutilisée pour quelque chose. On a le moulin d'origine et la cheminée de la distillerie d'origine avec les anciennes tours de distillation ici. Et on entend la vapeur qui sort petit à petit de la tour de cracking de distillation. On va aller voir le moulin d'un peu plus près. On ne sait jamais, il va y avoir un petit truc intéressant dedans. Là, ça doit être l'ancienne, peut-être la sucrerie, ou les anciens sites de traitement de la canne pour une précédente distillerie, je ne sais pas. Joli moulin. Il y a un escalier, mais on ne peut pas monter, hein, c'est fermé. Ça aurait été sympa. Alors chez Biel, il y avait des petits panneaux, sens de la visite. Ici, il n'y a rien du tout. Donc est-ce que la visite est autorisée ou pas? On va présumer que oui. Ici, on a les tracteurs qui viennent peser la canne. Les exploitants agricoles sont rémunérés en fonction du poids de canne et du taux de sucre des cannes qu'ils livrent. Allez, on va aller voir à l'intérieur. Le flot de touristes en bas. Alors, c'est autrement plus moderne que chez Biel. Hein. Ah, les cubes de fermentation sont magnifiques. La colonne de distillation splendide. Là-bas, comme tout à l'heure, la partie broyage des cannes là-bas et le pressage ensuite. Et là, ici sort la bagasse qui est extraite de l'autre côté. Les cannes sont chargées là-bas. Alors des choses qu'on ne voit pas souvent, c'est le haut des cubes de fermentation. Ça sent la fermentation, ça sent le gaz carbonique. Regardez. Regardez-moi ça, je parle fort, j'espère que vous m'entendrez parce que c'est sympa à voir. Alors les bulles qu'il y a dessous, c'est pas la fermentation qui fait ça, il doit y avoir une
un flot ou un moteur ou des pales qui mettent tout en mouvement. Là, c'est arrêté. Donc c'est de l'air qui est envoyé dans la cuve pour accélérer la fermentation, pour oxyder le produit. Là, celle-ci a été vidée. Et là, voilà, celle-ci est en train d'être remplie. Là-bas au fond, c'est toute la bagasse, toute la canne sèche épuisée qui a été broyée et dont on a extrait le jus qui est stocké là-bas. Il faudra que je demande à l'une des personnes ici ce qu'elle devient après. Peut-être que c'est mis dans les champs en engrais naturel, je ne sais pas du tout. Voilà, les cubes de fermentation, franchement, 1, 2, 3, 4, 5, il doit y en avoir une vingtaine. C'est considérable, je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Quand les producteurs viennent livrer des cannes, la canne est testée. Donc elle passe dans une petite machine, le jus en est extrait, ensuite il est recueilli, il est mis dans un testeur et le testeur va donner le critérage en sucre pour déterminer la rémunération de l'exploitant. Allez, je vous fais une nouvelle fois le processus de fabrication du rhum. Il est bien mieux expliqué ici que chez Biel en fait. C'est pas très compliqué, hein. Donc la canne, vous l'avez vu, elle est broyée, elle est écrasée, on en extrait le jus, pur jus de canne. Hein. Le jus de canne est envoyé dans les cuves, vous avez vu les cuves de distillation. Elles sont ensemencées donc avec de la levure de boulanger. Il y a des flux d'air dedans pour favoriser la fermentation. Ça dure 2-3 jours, hein, c'est assez rapide. Ensuite, le jus est envoyé dans les colonnes de distillation et le jus s'écoule par en haut. Donc les colonnes sont très hautes, elles font je sais pas, une vingtaine de mètres de haut, peut-être un peu plus, je ne sais pas. En dessous, on envoie de la vapeur d'eau sous pression. Donc vous l'avez vu, hein, tout à l'heure je vous l'ai expliqué chez Biel, les fourneaux sont alimentés par la canne sèche, par la bagasse, par le résultat du pressage des cannes. La vapeur sous pression rencontre le jus, donc elle monte forcément, hein, la vapeur d'eau grimpe, elle rencontre le jus qui descend dans la colonne de fermentation, de distillation, ça vaporise l'alcool et donc la vapeur qui est récupérée en haut de la colonne, c'est une vapeur chargée d'alcool évaporé, qui est récupérée, qui est redescendue dans une deuxième colonne et qui est refroidie par un flux d'eau froide, enfin d'eau à température ambiante, et là le résultat, l'alcool précipite et à cet endroit là on récupère de l'alcool entre 78 et 80 degrés, donc brut de distillation. On appelle ça de l'alcool, avoir coulé l'alcool. Je n'irai pas faire la plaisanterie, de là vient l'expression couler une bielle, mais ça serait rigolo. De tout ça, le jus qui est sorti du processus de distillation, il reste du jus de canne qui est désalcoolisé mais qui est fermenté. Ce jus en grande quantité, puisque tout ça produit des quantités considérables de flotte, le jus est récupéré. Alors je ne sais pas si on va le voir d'ici, je vais essayer de trouver un endroit pour vous le montrer. Il est extrait, c'était pareil chez Biel mais on ne le voyait pas alors qu'ici on le voit très bien. Hop là. Et il est envoyé, voilà, dans des bassins de décantation. Là dans les bassins, alors celui-là-bas est vide, celui-là-bas est vide et celui-là est en train d'être rempli avec la saison actuelle. L'eau va rester ici 8-9 mois. Ça va être aussi alimenté avec l'eau de pluie bien évidemment, et à la fin l'eau est réutilisée dans la vie courante pour les exploitations, pour les animaux, et les matières sèches riches en potassium sont utilisées comme engrais naturel pour les plantations. Donc tout est réutilisé, il n'y a que la bagasse dont je ne sais toujours pas ce qu'on en fait. Alors comme tout à l'heure chez Biel, on a ici les anciennes machines de broyage. C'est toujours aussi impressionnant. Hein.
Bon les copains, l'énigme est résolue, j'en avais déjà une bonne partie de la réponse, mais là j'ai la réponse totale. La bagasse, elle est stockée parce que c'est effectivement elle qui sert à alimenter les fourneaux pour chauffer la vapeur d'eau, pour pouvoir faire la distillation. Ce qui peut rester mélangé au jus, etc., est bien effectivement mis dans les cuves de décantation et ça sert d'engrais et l'eau est réutilisée bien évidemment. Donc rien ne se perd. Et ici, on est sur un domaine qui a une classification bio, parce qu'ils font des productions avec des producteurs qui quasiment coupent la canne à la main et l'exploitent manuellement. Ils ont une petite ferme de panneaux solaires ici, donc c'est une belle distillerie. On a bien fait de venir s'y arrêter. Et quoi de mieux qu'un joli coucher de soleil sur la Guadeloupe et sur les Saintes pour terminer cette belle journée. Demain, on visite une autre partie de l'île, on va essayer de faire quelques plages et on verra ce que ça donne. Bonne nuit les amis!